avec Adrea. Adrea Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Dans les Alpes, un crash d'hélicoptère a fait 2 blessés ce matin à Tignes en Savoie. 6 personnes étaient à bord lorsque l'engin s'est précipité vers le sol. Le vent fort d'altitude pourrait être à l'origine de l'accident. Laurent Wauquiez a dévoilé aujourd'hui ses têtes de liste pour les élections régionales lors d'une conférence de presse à Lyon. Une droite diverse mais unie. Nous ferons le tour d'horizon sur nos 3 départements avec Christian Deville, spécialiste politique de la rédaction. Enfin, des grands chefs cuisiniers en short, ballon au pied pour la 22e édition du tournoi des étoilés à Saint-Gervais en Haute-Savoie. Une rencontre sportive pour récolter des dons au profit de l'association Enfants, Cancer, Santé. Juste après le Journal des Alpes, vous retrouverez Carole Gessler à 19h30 pour l'édition nationale et 2 grands titres. Hommage à Guy Béard, décédé à l'âge de 85 ans. C'était l'une des dernières grandes figures de la chanson française des années 50. Une carrière et des titres qui font partie de la mémoire collective. Et puis 2 morts en Rhône-Alpes, victimes des intempéries, toitures arrachées, chutes d'arbres sur les voitures. Les dégâts se concentrent surtout dans l'est de la France. L'alerte vigilance aux orages et au vent concerne encore 19 départements ce soir. Un hélicoptère s'est donc écrasé à Tignes en Savoie ce matin. Le crash vraisemblablement dû au fort vent a fait 2 blessés. Il s'agit de 2 pisteurs de la station qui effectuaient des travaux sur des déclencheurs d'avalanche. Maëlys Chauvin, Frédéric Pasquette. Au moment de l'atterrissage, il aurait percuté le sol, puis violemment basculé sur le côté, probablement à cause d'une rafale. C'est ce que racontent les pisteurs qui étaient à bord. Ce matin vers 8 h, il devait être déposé sur ce rocher pour vérifier les systèmes de déclenchement d'avalanche. C'est des opérations tout à fait classiques, avec un pilote qui connaît la station, avec qui nous avons l'habitude de travailler. Donc il n'y avait pas de risque particulier ce matin pour effectuer ces opérations-là. Parmi les 6 membres de l'équipage, il y avait donc 4 pisteurs, dont 2 ont été grièvement blessés, une femme et un homme. La première a été opérée à la jambe cet après-midi à Bourg-Saint-Maurice. Le second a été héliporté au CHU de Grenoble. Toutes nos pensées, nos inquiétudes vont vers le 4e pisteur qui lui a été évacué sur Grenoble avec un traumatisme crânien assez grave. Et actuellement il est entre les mains des médecins et pour l'instant nous n'avons pas d'informations complémentaires sur son état. On devrait en avoir, nous l'espérons, dans la soirée. En attendant son enlèvement, l'hélicoptère a été sécurisé. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. Au lendemain de l'avalanche qui a fait 7 morts dans le massif des Écrins, tous des alpinistes allemands et tchèques sans guide, la seule femme et rescapée des 3 cordées a été opérée. Le parquet de Gap a ouvert l'enquête. Correspondance de notre bureau de Gap dans les Hautes-Alpes. 7 morts, 1 blessée en quelques secondes. Le drame des Écrins aurait-il pu être évité? D'après les enquêteurs, une plaque à vent d'1 mètre de hauteur s'est décrochée, ne laissant aucune chance aux alpinistes. Pour l'heure, les professionnels de la montagne s'interrogent. D'après le gardien du refuge, il y avait 40 à 50 cm de neige qui sont tombés au niveau du refuge à 3100 mètres. Donc on peut imaginer qu'à 3009, il y en ait un petit peu plus qui soit tombé. Cette accumulation de neige est arrivée à un moment où le froid était là. Et donc c'est de la neige qui n'était pas stable. Avec l'accident d'hier, une trentaine de personnes sont décédées dans les Hautes-Alpes depuis décembre dernier. Un lourd bilan qui a conduit le gouvernement à prendre des mesures. Depuis février dernier, la préfecture et des associations travaillent sur des pistes de réflexion sur la prévention des avalanches. Il y a trop d'accidents de notre point de vue et à chaque fois un nombre trop important de gens emportés dans l'avalanche. Donc on travaille beaucoup sur les distances à respecter entre les personnes parce que l'avalanche on ne l'évitera pas, mais qu'il n'y ait pas à chaque fois 3, 5, 7 ou 9 personnes emportées. Aujourd'hui, on attend toujours les familles des victimes tchèques et allemandes qui vont faire le déplacement à Briançon. La sous-préfecture a tout organisé pour les recevoir dans les meilleures conditions. Avec le PGHM bien sûr qui va leur raconter autant que de besoin les circonstances de ce drame, avec aussi l'hôpital de Briançon, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers qui prêtent main forte en mettant à disposition notamment des secouristes traducteurs et aussi des psychologues.
Cet après-midi, la jeune femme rescapée a été entendue par les enquêteurs de la gendarmerie. Son témoignage permettra peut-être d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame. Et le secours en montagne, justement, on en parle ce soir à 23h30 sur notre enquête avec Enquête de région, nouvelle saison sur notre chaîne, Pauline Allo vous présentera 2 reportages, l'un consacré au thème des enfants placés en famille ou en foyer d'accueil, et puis un second reportage sur le concours d'entrée au peloton de gendarmerie de haute montagne, le fameux PGHM. Extrait. La période va être compliquée à vivre et vous aurez vite compris si vous êtes dans le tempo ou pas. Tous, vous n'arriverez pas à franchir la barre. C'est un moment de votre vie qui se joue aujourd'hui. Ouais, super, allez. Si on leur fait des cadeaux, ce n'est pas leur faire de cadeaux. Il faut que le test reste parfaitement équitable pour que quand ils auront terminé, ils puissent être fiers de les avoir réussi. C'est bien, félicitations. Merci. Ils viennent chercher une sorte de Graal, donc ils savent ce qu'on va leur demander. La concurrence est là, ils sont 24. Le nombre de places finales, on ne le connaît pas, mais on sait qu'il va y avoir 30-40% de réussite et encore. L'épreuve des géants ce soir à 23h30 dans Enquête de région. Dans l'actualité toujours, cette information de nos confrères de RTL qui fait état du rapport d'un psychiatre concernant l'assassinat par décapitation d'un chef d'entreprise de Saint-Quentin-Fallavier. C'était en juin dernier. La piste terroriste avait été retenue sur le moment, mais il s'agirait d'un règlement de compte. Yacine Sali, selon cet expert psychiatre, aurait agi dans un mouvement de vengeance personnelle, affaire sur laquelle nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Et puis, des coups de feu ont été tirés vers 13h aujourd'hui aux environs d'une poste de Saint-Martin-d'Air en Isère. La détonation est partie d'un véhicule. Ni la personne ciblée, ni le tireur n'ont été retrouvés. Toutes les précisions sur notre site alpes.france3.fr. C'est l'un des plus grands chantiers EDF européens en cours. En Isère, le barrage hydroélectrique de la Romanche a débuté en 2010. Aujourd'hui, il est enfin visible de l'extérieur, mais le gros de l'ouvrage se situe à 200 mètres au-dessous du sol. Visite de chantier avec Grégory Lespinasse et Joël Serroni. C'est l'histoire d'une rivière qui retrouve son lit. Depuis 2010 et le début des travaux, l'eau bien sûr a coulé sous les ponts et la Romanche se retrouve avec cette pyramide de béton sur son chemin. Toute la zone où vous avez le barrage actuellement, où l'eau passe à travers, était complètement à sec jusqu'à il y a 2 jours, puisque on a dû mettre cette zone à sec pour construire le barrage dans les meilleures conditions possibles. Un barrage de 40 mètres de large, c'est la face visible de l'iceberg. Une installation amenée à remplacer à terme 6 centrales et 5 barrages construits il y a plus d'un siècle. Le barrage, c'est la partie la plus visible de l'ensemble de l'aménagement qui est en cours de construction. Alors évidemment, c'est un ouvrage stratégique parce que pour faire de l'électricité, il faut d'abord dériver, capter cette eau et l'amener avec le plus d'énergie possible pour être transformée en électricité. 9 km plus bas, c'est ici, à 200 mètres sous la roche, que l'eau viendra alimenter les turbines d'une centrale entièrement souterraine. Là, on est vraiment au cœur de l'usine, la plus grande des cavernes, celle dans laquelle on va bientôt commencer à monter nos premiers groupes, nos premiers bétons, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages environ. Une cathédrale au centre de la Terre. Un chantier qui est loin d'en être au même point que le barrage. Et sur les 9 km de conduite, seuls quelques centaines de mètres sont pour l'instant creusés. Il a fallu sécuriser et s'adapter pour cette construction hors du commun. On est à peu près à la moitié des travaux. On a fini les travaux d'excavation et maintenant on s'attaque aux travaux de construction à l'intérieur du trou que l'on vient de faire dans la montagne. Prévue pour une mise en service en 2017, la plus grande centrale hydraulique de France devrait plutôt voir le jour en 2019. Mais la vie de ce chantier est, paraît-il, loin d'être un long fleuve tranquille. Environnement avec cette première en France. En janvier 2016, les rues de la zone urbaine de Grenoble seront limitées à 30 km/h et non 50. 43 communes de l'agglomération grenobloise appliqueront cette mesure mise en place pour favoriser les déplacements doux, à pied ou à vélo. Seuls quelques grands axes seront épargnés. Les détails avec Cédric Picot et Didier Albrand.
C'est un chiffre auquel il faudra s'habituer. Dans quelques mois, 90% des rues de Grenoble seront limitées à 30 km/h. Au cœur du trafic, la nouvelle ne fait pas le bonheur de tout le monde. La ville est déjà assez engorgée comme ça pour avoir des limitations aussi ridicules. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant de faire ces limitations. La mesure concernera l'ensemble de l'agglomération courant 2016. Son but, réduire la pollution, réorganiser l'espace public entre piétons, voitures et vélos et renforcer la sécurité de tous. La vitesse en ville, c'est dangereux. Et du coup, moi, parfois, je suis un peu inquiète d'être en vélo. Et voilà, du coup, je trouve que ce serait bien. Ouais. La limitation à 30 km/h a convaincu 46 des 49 communes de la métro. Parmi les rares opposants, la ville de Mélan. Ici, on dénonce une mesure trop systématique, voire arbitraire. C'est comme si on décrétait que demain, il fallait, par exemple, que tout le monde prenne des chaussures en 39. Ça, c'est du dogmatisme, c'est du dogme. Les Verts, c'est la période d'ouverture de la chasse. Ils ont ouvert la chasse aux voitures sur Grenoble. Il n'y a pas une vraie raison de le faire sur l'ensemble du territoire métropolitain. Du côté de la métro, on rappelle que des maires de tous bords ont adhéré au projet et on réfute toute arrière-pensée politique. Ce n'est absolument pas une mesure anti-voiture. C'est simplement, il faut voir quand même les vitesses. À 50 km/h en ville, nous roulons dans la réalité à 19 km/h en moyenne. Si nous passons à 30, nous roulons à 17,8. Donc il n'y a pas de variation. Il n'y a pas véritablement de variation, mais il y a une véritable sécurisation de tous. Réduire la vitesse sur une aire urbaine de près de 450 000 habitants, l'initiative est unique en France. Grenoble passera à 30 km/h au 1er janvier prochain. L'ensemble de l'agglomération devrait suivre d'ici à mai 2016. La politique, Laurent Wauquiez a dévoilé ce matin ses têtes de liste pour les élections régionales de décembre. En Savoie, ce sera le MoDem Patrick Mignola. En Haute-Savoie, Julie Gnuva, des Républicains. Et en Isère, Yannick Neuder, l'UDI, les Républicains, avec comme colistière la championne de ski, Carole Montillet. Une liste unie s'il en est. On écoute Laurent Wauquiez. Je vois que sur d'autres listes, c'est les déchirements dans tous les sens. Nous, on est unis parce que je pense que les Français en ont ras-le-bol des politiques qui passent plus de temps à se taper dessus qu'à travailler pour eux. Et puis, c'est aussi beaucoup de renouvellement. Sur notre liste, il y a énormément de personnes qui ont moins de 40 ans, qui sont des visages neufs. On a Carole Montillet, qui est une grande championne de sport. On a des gens qui viennent du milieu de l'entreprise, qui viennent du milieu associatif. Et c'est tout cet élan que je veux pour notre région. Voilà, et Christian Deville nous a rejoint, spécialiste politique de la rédaction. Alors Christian, Laurent Wauquiez parle de liste d'union. C'est vrai que la région Rhône-Alpes est la première où la droite se retrouve rassemblée à 3 mois, maintenant 2 mois, les élections. Oui, effectivement, c'est bien là la première victoire de Laurent Wauquiez, lui qu'on présentait comme un élément clivant dont certaines prises de position, jugées un peu trop proches de celles du Front National, avaient suscité la colère des gens de l'UDI et du MoDem. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, il est celui qui a rassemblé toute la droite régionale. Alors bien sûr, il y a encore des grincements de dents, notamment au MoDem, mais son chef de file, Patrick Mignola, fait voter actuellement dans les 12 départements. Et à ce jour, 8 se sont prononcés et 68% des votants sont en faveur de cette union. François Bayrou, que certains ont sollicité pour annuler cet accord, a d'ores et déjà dit qu'il respecterait le choix du terrain. Alors, des nouvelles têtes, à commencer par la tête de liste iséroise, Yannick Neuder. Oui, Yannick Neuder, préféré à Vincent Schricky, le maire de Bourgoin-Jallieu, peu connu au niveau régional, mais bien implanté sur son territoire de Bièvre-Valloire. Le maire de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, président de la communauté de communes, sa notoriété est pourtant plus grande dans le domaine médical, puisque Yannick Neuder est cardiologue, chef de service au CHU de Grenoble. Bref, il aura un emploi du temps plutôt chargé. Je vous propose de l'écouter. Moi, j'ai toujours réussi ces dernières années, puisque moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis maire de ma commune, président d'intercommunalité, à concilier vie professionnelle et vie élective. Ça permet de ne pas dépendre de ses mandats, ça permet d'avoir la liberté de ses positions. Et il y a beaucoup d'exemples, notamment en Isère, d'élus, souvent d'ailleurs des médecins, qui ont concilié vie politique et vie professionnelle. Oui, c'est vrai qu'en Isère, les médecins du CHU font des carrières. On pense à Jean-Claude Perrin, le vice-président du conseil départemental, et puis bien entendu à Max Micou, ancien candidat à la mairie de Grenoble. Alors, 3 têtes de liste dans les Alpes, et on notera que ce ne sont pas des pros de la politique. Oui, Patrick Mignola gère une entreprise de carrelage de plus de 100 salariés, puis surtout Julie Gnuva, chef d'entreprise dans le décolletage, également présidente de la CGPME de Haute-Savoie. Alors, elle a été choisie aussi pour régler tous les problèmes d'ego dans ce département. Avec elle,
sont d'ores et déjà nommés et certains d'être élus. Éric Fournier, le maire de Chamonix, le député Martial Sadier, le sénateur Cyril Pellevat. Du coup, sont respectés les équilibres entre société civile et partis politiques et puis les tendances à l'intérieur même des formations. On pense surtout aux Républicains où sévit actuellement une guerre entre pro et anti Bernard Accoyer. Et enfin, une surprise, Christian, la candidature de Carole Montillet. Oui, en fait, Carole Montillet a montré son intérêt en se rendant à une réunion publique de Laurent Wauquiez à Grenoble, qu'il a évidemment aussitôt invité à l'accompagner lors de sa montée du Mont Mézin il y a 15 jours. Et bien du coup, la voilà, la Gwendal Pesera, le patineur élu sur la liste de Keren en 2010, la Gwendal Pesera de l'équipe du député-maire du Puy-en-Velay. Carole Montillet, championne olympique de descente. Merci, Christian Deville. Politique, toujours, avec la démission de Marie-Christine Tardy. La maire de Mélan l'a annoncé aujourd'hui sur le site internet de la commune. Elle invoque des raisons de santé. D'aucuns supposent une décision en lien avec l'enquête judiciaire dont elle fait l'objet. Claire Schaffner, Marie Michelier. C'est un témoignage de confiance qui m'est fait et j'en suis très émue. Et je veux dire à tous les Mélanais que je serai le maire de tous comme je l'ai toujours été. C'était le 30 mars 2014. Marie-Christine Tardy était élue pour un 3e mandat à la mairie de Mélan. Mais l'édile l'a annoncé hier soir, elle va quitter le bureau qu'elle occupe depuis 13 ans. Aujourd'hui, il est urgent que je pense à moi, les médecins me l'ont demandé. C'est une décision que j'ai prise avec réalisme, mais encore une fois avec beaucoup d'émotion. Les événements de la vie font que. Dans les rues de la ville, les habitants s'interrogent. C'est dommage parce que c'était quand même une bonne maire, mais je pense qu'elle sera bien remplacée par quelqu'un d'autre, dont on ne sait pas encore qui. C'est une surprise, oui, vraiment, oui, parce que bon, on nous a dit qu'elle était fatiguée, enfin bon, on ne sait pas. C'est pas une surprise, je crois que quand elle a été élue, il avait été fortement question que ce soit temporaire. Si c'est pour une question de santé, c'est légitime. Si c'est pour une question politique, c'est plus discutable, il faut voir. Même question du côté de l'opposition. Ce conseiller municipal a appris la démission du maire dans le journal. Il garde en tête que Marie-Christine Tardy est l'objet d'une procédure judiciaire. Elle est soupçonnée d'avoir favorisé le subventionnement d'entreprises de construction pour faire travailler son mari. Nous ne savions pas qu'elle allait démissionner. Nous ne savions pas. Elle dit qu'elle a des problèmes de santé, donc nous ne le savions pas. Et si c'est ça qui l'amène à démissionner, on lui souhaite un prompt rétablissement, bien sûr. Le maire a choisi son successeur, son 3e adjoint. Le conseil municipal doit se réunir le 24 septembre pour l'élire. Et on ouvre maintenant le 3e et dernier volet de notre série sur les étudiants de la région. Renaud Gardette et Dominique Bourget abordent aujourd'hui l'épineux problème du logement. Location, colocation, hébergement solidaire, où et comment se loger? Élément de réponse. Se loger, c'est l'une des principales préoccupations des étudiants. Ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'un logement du Crous se débrouillent dans le secteur privé. C'est le cas de Yann, qui habite pour l'instant chez ses parents tout près de Grenoble. Cette année, il va devoir déménager à Chambéry pour continuer ses études en information et communication. Il cherche donc sur Internet, avec un colocataire, le meilleur appartement possible. On cherche un appartement de type T3, qui serait pas trop cher et assez bien situé, plutôt dans le centre-ville, vers les Halles, pour ceux qui connaissent Chambéry. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle suite à l'annonce que vous avez mise sur le Bon Coin. Le problème, c'est justement la colocation. Elle est refusée par de très nombreux propriétaires ou agences. Les gens qui louent veulent pas qu'il y ait de jeunes qui fassent la fête. Ce qui se comprend parce que les voisins sont dérangés et du coup les voisins les appellent et ça les embête. Ils préféraient un couple tranquille. Vous n'êtes pas tranquille? Si, moi je suis tranquille, mais ça arrive de temps en temps qu'on fasse un peu la fête. France, elle, a déjà ses clés. Elle a trouvé une chambre à Vars, au sud de Grenoble. Bonsoir.
Alors, une bonne journée? Oui, et vous? Oui, ça s'est bien passé. Ça allait? Et toi? Oui, ça allait. La solution est atypique. C'est Jeanne, 91 ans, qui accueille la jeune fille pour 50 € par mois. En échange, l'étudiante assure quelques tâches de la vie quotidienne, comme faire la vaisselle ou sortir les poubelles. Surtout, il y a une présence permanente pour discuter et échanger. C'est l'association Digi38 qui met en relation étudiants et aînés. Vous avez eu la visite de votre fille aujourd'hui? Oui. Elle est là, elle attend pour dire de souper ensemble. Je ne suis pas seule comme ça, voilà, oui. Et oui. Est-ce que vous lui demandez beaucoup de services? Ben, j'exagère pas jusque maintenant, je crois pas. Mais enfin, on s'entend bien. L'an dernier, cette étudiante en économie sociale était en internat. La voilà maintenant en habitation partagée et solidaire, une solution de plus en plus demandée par les jeunes comme par les personnes âgées. La chambre, je ne m'attendais pas aussi grand, donc c'est quand même une grande chambre. J'ai de la place pour mettre mes affaires, pour travailler. Même si j'ai pas envie de travailler ici, je peux travailler en bas, il y a de la place aussi, donc il n'y a pas de souci. Comme France, une centaine d'étudiants ont trouvé une chambre solidaire dans la région. Quant à Yann, il cherche toujours son appartement idéal à Chambéry. Il fait partie des 52% d'étudiants qui payent un loyer dans le privé. Des matchs de football 3 étoiles à Saint-Gervais cette semaine. C'était la 22e édition du tournoi des étoilés. Des grands chefs et leur personnel ont joué les Messi et Ronaldo afin de récolter des dons pour une œuvre caritative. Cette année, c'est Emmanuel Petit, le chef 3 étoiles du Flocon de sel de Megève, qui orchestrait la manifestation. Xavier Schmitt et Christian Mathieu. Allez encore, hey. Non, ce n'est pas un entraîneur de foot. Son équipe est formée avec ses brigades, les collaborateurs qui travaillent en cuisine et en salle dans son restaurant. Christophe Baquier, 2 étoiles au Michelin, est le chef de la grande table du Castelet dans le Var. Ils veulent vraiment y aller et ils s'entraînent sérieusement, une fois par semaine, pour progresser. Et là, cette année, c'est pas mal puisqu'on est qualifié en deuxième partie, ce qui ne nous est jamais arrivé. Alors vous n'êtes pas sur le terrain? Non, j'ai joué la première année. Il m'a fallu 1 mois pour m'en remettre, donc je laisse ça aux jeunes. C'est une tradition depuis 1994. Le tournoi des étoilés réunit chaque année les grands cuisiniers français et leur personnel pour des matchs amicaux. Cette fois, 16 restaurants s'affrontent. La rencontre, sportive et festive, abolit la hiérarchie quasi militaire en vigueur dans la haute gastronomie. C'est un vrai moment de rassemblement. C'est pas souvent dans l'année où on se retrouve tous. On se croise souvent dans les manifestations avec des vestes de cuisine. Là, on a posé les vestes. Il n'y a pas de commis, il n'y a pas de plongeur, il n'y a pas d'homme d'entretien, il n'y a pas de jardinier. On est tous pareils sur le terrain. Le menu footballistique est allégé. Les matchs durent 10 minutes sur un demi-terrain avec 7 joueurs par équipe pour mijoter les buts. Est-ce qu'il y a un entraînement avant le tournoi? De temps en temps, mais après à Saint-Bonnet, c'est difficile de trouver un terrain qui soit plat. Donc on essaye, l'entraînement c'est surtout la cueillette des champignons, la cueillette des herbes, voilà, mais ça fait... Champignons! Les grands chefs et leur équipe tapent aussi le ballon pour une noble cause. Cette année, ils récoltent des dons au profit de l'association Enfants Cancer Santé. Voilà, c'était Emmanuel Renaud, pas Emmanuel Petit. Vous aviez corrigé, j'en suis sûr. On passe à la photo du jour, une de celles que vous nous envoyez quotidiennement à l'adresse patrimoine@francetv.fr. Aujourd'hui, c'est un cliché du moulin de Michel à Izeau, en Isère. Et je vous donne rendez-vous samedi pour la folle journée du patrimoine sur notre antenne. Je vous rappelle enfin le principal titre développé dans cette édition des Alpes. 2 blessés graves après un accident d'hélicoptère ce matin à Tignes en Savoie. Il s'est produit lors d'un vol de contrôle des systèmes de déclenchement d'avalanche. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce crash. À suivre, les prévisions météo, l'édition nationale avec Carole Gessler. N'oubliez pas ce soir 23h30, enquête de région avec Pauline Allo. Demain midi, Aurélie Massé pour le rendez-vous de midi. Je vous retrouve demain soir à 19h pour le Journal des Alpes. Excellente soirée à vous sur la 3.